Hello YouTube! La semaine dernière, on s'est quitté sur le début des enduits dans les WC. Donc on va finir ça, vous allez pouvoir admirer Stéphane à l'œuvre, mais je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour qu'on discute de 2-3 trucs concernant cette pièce par rapport à des questions qui sont pas mal revenues dans les commentaires, et puis je vous ferai un petit update concernant la suite des péripéties dans cette pièce en fin de vidéo. Comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical the way I feel when you walk in the room. Pendant que les enduits sont en train de sécher, je voulais qu'on discute un petit peu du choix de notre ballon d'eau chaude, parce qu'on a pas mal de commentaires et de remarques par rapport au fait qu'il y aurait peut-être eu des choix plus intéressants à faire pour notre ballon d'eau chaude. Alors déjà, sur le fait qu'on aurait pu prendre un chauffe-eau plat, parce que ça aurait pu nous faire gagner de la place, et ça aurait été aussi peut-être intéressant en termes d'économie d'énergie. Alors en termes d'économie d'énergie, je suis pas sûre que ça fasse vraiment une différence. La différence, ça se fait surtout sur la capacité, la taille du ballon d'eau chaude, mais après qu'il soit rond ou plat, honnêtement, je suis pas sûre que le plat consomme moins. En revanche, ce qui est intéressant effectivement, c'est sur le gain d'espace. Et là encore, je pense que c'est intéressant sur des ballons d'une plus petite taille où on va vraiment voir une différence entre les chauffe-eau plats qui vont prendre vraiment moins de place et qu'on va pouvoir caser dans un petit placard, et les chauffe-eau ronds qui sont un petit peu plus imposants. Mais sur une taille de ballon comme le nôtre, nous on a pris un ballon qui fait 200 litres. Déjà, j'ai pas trouvé de ballon équivalent sur des chauffe-eau plats. J'ai trouvé, je crois, chez Leroy Merlin, il y avait du 120, et sur internet, il me semble Mano, ils vendaient du 150. Donc c'est quand même des ballons qui ont une moins grande capacité que ce qu'on a prise. Et déjà, sur ces tailles de ballons d'eau chaude plus grande capacité, le chauffe-eau plat, il faisait pas exactement gain de place, puisque on gagnait, je crois, un peu moins de 10 cm. Et encore une fois, c'est parce que le chauffe-eau est aussi plus petit. Donc en vérité, vu l'espace où on l'a mis, ça changeait pas grand chose pour nous. Surtout que les chauffe-eau plats, ils sont quand même plus chers que les chauffe-eau classiques, puisque le nôtre, alors on l'a acheté en 2021, début 2021 je crois, donc il a dû prendre un peu d'inflation depuis, mais il me semble qu'on l'avait payé autour de 200, peut-être 250 €, je sais plus exactement, alors que les chauffe-eau plats, ils coûtent, je pense, à peu près 3 fois plus cher. La deuxième possibilité, ça aurait été de prendre un ballon thermodynamique. Alors c'est super la mode en ce moment de tout ce qui est équipement plus écologique, qui permet de consommer moins, et effectivement c'est intéressant. Alors plusieurs choses. Déjà, il faut remettre dans le contexte que nous, quand on a commencé à réfléchir à la conception de notre appartement et à l'aménagement et aux équipements qu'on allait mettre dans notre appartement, on était mi-2020, donc c'est des sujets dont on parlait déjà un petit peu mais qui n'étaient pas aussi importants que maintenant, parce que évidemment on pouvait pas prévoir toutes les hausses du prix des énergies, du prix de l'électricité, etc. Et puis aussi, nous, à la base, on n'y connaissait vraiment pas grand-chose en travaux. Les seules références qu'on avait, c'était en gros ce qui avait été fait dans notre ancien appartement par notre entrepreneur de l'époque, et donc on a plus ou moins calqué ce qui avait été fait. Eux, ils avaient utilisé un chauffe-eau classique, donc nous, on s'est bêtement dit, bon on va remettre la même chose ici. Le chauffe-eau qu'on avait dans notre ancien appartement, il faisait 150 litres. Alors 150 litres, c'est déjà une contenance qui est pas mal pour 2 personnes. Après, c'est pareil, nous on a fait le choix de prendre un ballon d'eau chaude plus grand ici parce que c'est un appartement familial dans lequel on a 3 chambres, et donc on voulait un ballon dont la taille soit en adéquation vis-à-vis de la taille de l'appartement. Et puis après, ça dépend aussi de la consommation d'eau de chacun, et on n'est peut-être pas très économe sur le sujet, mais en gros, pour nous deux, 150 litres c'était suffisant. Mais c'est vrai que quand on recevait du monde à la maison, des amis ou de la famille qui restaient plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ça arrivait qu'on soit un petit peu juste sur la quantité
quantité d'eau, et donc c'est pour ça qu'ici on s'est dit qu'on prenait du 200 litres et qu'on se posait même pas la question. Alors évidemment plus le ballon est gros, plus il consomme, et d'ailleurs c'est quelque chose dont on reparlera aussi parce que vous n'étiez pas trop d'accord avec moi sur le fait de basculer sur un contrat heure pleine, heure creuse pour consommer moins, mais du coup bah c'est vrai que nous le fait que le ballon consomme la nuit, je pense que on paye quand même un petit peu moins cher en électricité. En tout cas ça c'est un sujet dont on reparlera puisqu'on est en train de mettre en place des moyens justement de mesurer notre consommation, et donc on pourra faire le point d'ici quelques mois voire quelques années. Bref, donc pour en revenir à cette histoire du ballon thermodynamique, même si c'est très à la mode et qu'on en parle beaucoup en ce moment, et bah c'est tout simplement pas possible de l'installer dans un appartement comme ici, parce que le ballon thermodynamique, en fait, il fonctionne globalement comme une pompe à chaleur, donc il va capter l'air ambiant, qui va transformer en énergie et qui va permettre de chauffer l'eau à l'intérieur du ballon. Du coup, certes, il va consommer moins en électricité puisque la majeure partie de ce qu'il va consommer, bah, ça va être de l'air qui va recycler. Alors c'est super dans l'idée, mais ça dépend aussi évidemment du modèle de chauffe-eau qu'on choisit parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes performances. Après, bon, moi je vous dis ça vite fait parce que je me suis pas penchée en détail sur la question vu que de toute façon c'était pas possible pour ici. Parce que ce fameux ballon thermodynamique, il faut du coup pour pouvoir capter l'air qu'il soit installé dans une pièce où il a suffisamment d'espace pour qu'il y ait de l'air environnant. Et donc on peut pas l'installer comme on a fait nous dans un placard. Donc ça va si on a une grande maison, si on a un espace buanderie où on peut installer le chauffe-eau à l'air libre, mais en gros ici bah c'était juste impossible parce que bah clairement le ballon on pouvait pas le mettre au milieu de notre cuisine ou au milieu de notre salle de bain. Et la deuxième possibilité pour installer ce type d'équipement, si justement on n'a pas la possibilité de le mettre comme ça à l'air libre en intérieur, on peut l'utiliser en allant capter l'air à l'extérieur, mais dans ce cas-là bah, il faut trouver un moyen d'aller se raccorder vers l'extérieur, et donc encore une fois bah, chez nous c'était pas possible parce que ça veut dire qu'il aurait fallu faire un trou dans la façade. Et vous avez vu comme c'est déjà compliqué juste pour enlever une colonne qui est déjà à l'intérieur de chez nous et qui pose de problème à personne, ou pour remplacer des poutres dans une pièce dont le plafond risque de s'effondrer, donc des choses qui sont importantes. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'années, voire le nombre de refus qu'on aurait essuyé si on avait demandé à trouer la façade pour pouvoir installer un ballon thermodynamique. Bref, assez parlé, je pense que maintenant les enduits doivent être secs, donc on va pouvoir passer à la phase de ponçage. It's not optional. How gravity just pulls me right to you. To you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. I spent my whole life waiting for someone like you, baby, and all these broken roses led to you. I spent my whole life waiting for someone like you, baby, and all these broken roses led to you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. Je sais pas si vous allez arriver à bien voir, mais en fait notre mur il est tellement irrégulier qu'il y a des endroits où Stephen, quand il passe sa spatule pour lisser, on voit toujours les traces du rouleau parce que le mur il est tellement creux et ben que la spatule elle vient pas appuyer à cet endroit-là. Donc l'idéal évidemment c'est au moment où on roulotte de déposer suffisamment de produit, suffisamment d'enduit sur le mur pour éviter ce problème. Ça a rien fait. Et sinon, bah, si vous vous retrouvez dans un cas comme nous, ce que fait Stephen, c'est qu'il va essayer d'appuyer sa spatule et comme les parfaits lisses sont un peu flex, ça permet de venir lisser même si c'est un peu creux. Et puis après, on reviendra un peu plus comblé à la deuxième passe. C'est beau cette deuxième couche, qu'est-ce que c'est lisse. Waouh.
oublié de coller la goulotte. Quand je repense à comment il était ce mur, rien à voir. Nos deux éclairages de chantier sont HS, donc on en a un qui marche plus du tout et le deuxième qui clignote. En fait, il doit y avoir un faux contact et il clignote, donc il est un coup allumé, un coup éteint. C'est pas très pratique pour travailler. Et j'imagine que si nous on a ce problème, bah vous devez avoir ce problème aussi. Donc je vais vous montrer comment on les répare pour éviter d'avoir à en racheter des nouveaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ces petits embouts de prise. Ça, c'est des trucs qu'on avait dans notre caisse à outils, mais vous pouvez trouver le même genre en GSB. Donc on dévisse tout pour pouvoir venir brancher les fils à l'intérieur. Sur la lampe de chantier, on va venir couper l'embout, puisque de toute façon il marche plus. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dénuder en faisant attention à pas sectionner les fils. Et on retrouve nos 3 fils habituels, un bleu, un rouge, un jaune et vert. À l'intérieur, c'est des petits fils souples qu'on va venir entortillonner et insérer dans les emplacements correspondants. Ensuite, il n'y a plus qu'à tout revisser, tout resserrer, tout refermer. Et voilà, le tour est joué. Oui ça marche. It's not what it looks like, it is what it is. You play the fool and don't see how simple it is, how simple it is. Looking at your life. Stéphane a hyper bien avancé ces derniers jours sur les enduits des toilettes. Donc en gros, il a fait les 2 couches d'enduit garnissant plus colle à carotte plâtre sur l'ensemble des murs. Et il y a même déjà des murs où il a fait une première couche d'enduit de finition. Donc en gros, tous les murs de l'avant de la pièce, la partie buanderie. Et je crois aussi ce mur-là, en tout cas une bonne partie, et le bas. Parce que le haut, bah, du coup, on attend l'intervention pour les poutres. Alors je sais pas quand ça va avoir lieu, hein. À mon avis, ça va prendre des années. Mais en gros, on n'a pas voulu faire les finitions sur les murs ici en haut et puis sur ce mur-là parce que y a de grandes chances que ce soit démoli, abîmé, etc. Donc ça servait à rien de se rajouter du travail. En tout cas, l'ensemble est blanc, l'ensemble est propre, donc déjà c'est plus agréable pour nous à vivre au quotidien. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer. Bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que comme toujours c'est compliqué de filmer du blanc, mais vous vous rappelez là en haut de ce mur il y avait les grosses traces jaunes là et j'ai mis ma peinture cimentée. Donc c'est pas du tout ressorti, hein. Le mur il est vraiment nickel. Je sais pas si vous voyez, mais en plus il est ultra lisse et tout, c'est incroyable. Franchement c'est hyper beau. Il fait vraiment du bon taf en enduit ce petit Stephen. Et par contre, ce mur-là, donc là on est d'accord, il n'y a pas eu la finition, il n'y a eu que les 2 couches de garnissant, mais il y a un endroit où c'était en bas du mur et je l'ai vu qu'après j'avais déjà nettoyé tous les outils et tout ça, donc j'ai pas voulu revenir mettre de la peinture. Et du coup, ici, là, vous voyez, il y a des traces jaunes. Donc il y avait des traces jaunes et en fait, on a eu beau faire les 2 couches de garnissant et les traces jaunes sont quand même ressorties. Donc en gros, bah, même si on faisait l'enduit de finition dessus, bah, ça ressortirait quand même, quoi. Donc voilà, comme quoi, bah, c'est vraiment utile, hein, la peinture cimentée. Donc ça, bon, c'est pas très grave dans l'absolu parce qu'il y aura la plainte qui va passer ici. Donc de toute façon, bon, bah, ces traces, elles seront cachées derrière la plainte et puis en plus, elles seront à l'intérieur du petit placard qu'on va construire ici.
Donc tout ça, ça sera fermé, et puis là, de toute façon, ce sera recouvert. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer que c'est un petit step supplémentaire, mais que ça vaut la peine, parce que c'est un peu chiant de se retrouver avec ces traces marron en bas des murs. Il a aussi pris le temps de finir les raccordements électriques, donc au moins ça c'est fait. Alors après, sur ces murs-là, on va pas trop se prendre la tête, parce que ces murs-là, ils seront complètement habillés, puisque c'est là où on va mettre tous nos meubles de buanderie. Donc ce sera pas des murs qui seront visibles, donc je suis même pas sûre qu'on refasse une couche supplémentaire d'enduit de finition. Et il y a juste ce mur-là qu'on verra un petit peu plus. Et ce mur-là, il y aura le soubassement mouluré, donc jusqu'à ici à peu près. Et puis en haut, il y aura du papier peint. Donc c'est pareil, je suis pas sûre qu'on se galère trop avec les enduits, parce que le mur il est déjà bien lisse et bien beau. Et puis bon, ce mur-là, par contre, évidemment, il faudra le finir mieux. Et on a la fenêtre qu'il faut qu'on rénove. Je voulais faire une fenêtre vraiment plus en adéquation avec le reste de l'appartement, et notamment utiliser les vitrages qu'on a utilisés pour la verrière. Je suis pas sûre qu'on y arrive, mais en tout cas, je pense qu'on va quand même arriver à faire un truc un peu plus sympa que ce qui existe actuellement. Vous me direz, ça va pas être trop difficile, parce qu'elle est vraiment moche pour le moment. On a aussi fait la liaison équipotentielle, donc le raccordement à la terre de notre tuyau de cuivre. Bon, je vous remontrerai ça plus en détail, parce que là on l'a fait vite fait, histoire que ce soit fait, mais on remettra ça bien au propre quand on finira la petite partie plomberie avant de faire la salle de bain. Ça aussi, je pense que c'est pas pour tout de suite, mais bon, il faut savoir être patient. Donc pour l'instant, on va être obligé de stopper là notre rénovation des toilettes. C'est un petit peu pénible, mais bon, voilà. Au niveau de l'avancement des procédures, où on en est? En gros, donc le syndic nous avait demandé de voir avec notre assurance, parce qu'ils estimaient que c'était à notre assurance de faire intervenir un expert, etc. Au final, notre assurance nous dit que non, c'est à l'assurance du syndic. Enfin, vous savez, les trucs, ils passent leur temps à se renvoyer la balle. Alors, ce qui est rigolo, c'est que notre assurance et l'assurance de l'immeuble, c'est la même. Mais bon, voilà. Donc là, ça y est, ils ont compris que c'était l'assurance de l'immeuble du syndic qui devait intervenir, parce que ça touche donc les poutres et ça fait partie des parties communes. Donc normalement, il doit y avoir un expert qui doit venir déjà pour constater l'état des poutres, pour regarder comment c'est fait dans la salle de bain au-dessus de chez nous, regarder les dégâts ici, et puis estimer donc les travaux qu'il y aura à faire de remise en conformité. Alors pour ça, évidemment, il faut être sûr que la salle de bain au-dessus a été rénovée de manière à ce que ça ne fuit plus, parce que sinon ils prennent pas en charge le fait de réparer les dégâts si y a de nouveaux dégâts qui continuent à être créés. Bref, donc on attend déjà la venue de l'expert pour avoir un premier avis et savoir un peu où on en est. Normalement, il doit venir dans les prochaines semaines. On n'a pas de date pour le moment, on n'en sait pas plus. Donc je vous tiendrai au courant, et puis vous vivrez en même temps que nous les étapes de cette nouvelle petite péripétie. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.